Bonjour et bienvenue à notre premier épisode de notre podcast Sentez-vous bien à l'aise, le podcast qui vous permet de découvrir le système de santé québécois à travers le quotidien des travailleurs de la santé. Donc aujourd'hui, on accueille Daniel. Daniel est épidémiologiste. Bonjour Daniel. Oui, bonjour Laetitia. Ça va bien? Très bien. Donc là, en ce moment, ton titre d'emploi, c'est épidémiologiste. Oui, agent de planification, de recherche et de programmation. Là, ça, c'est le nom barbare. Ouais. APPR, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Agence de planification, de programmation et de recherche. C'est quoi tes tâches principales en ce moment? Actuellement, c'est premier mandat, c'est de faire des activités de surveillance, là, tout ce qui a rapport avec l'identification des cas, leur âge, l'origine, les modes de transmission. Ensuite, on regarde aussi du côté laboratoire combien de tests on a fait, qui on a testé, qui on a fait en reprise de tests, là, en suivi de cours d'investigation. Alors, c'est des choses comme ça là, pour guider les services de santé pour offrir un meilleur service possible, puis ajuster à la demande là, qui évolue rapidement. Mais ça, c'est aussi fait pour d'autres maladies? Actuellement, non, mais dans le passé, mon volet principal, c'était les maladies transmises dans les milieux de soins, les maladies nosocomiales. Tu dis des maladies dans le milieu de la santé, j'imagine que c'est pas parce que les gens qui travaillent dans la santé ont des maladies bien à eux, là? Oui, en fait... c'est pas ça? En fait, en santé publique, on regarde ce qu'on appelle les maladies à déclaration obligatoire, qui sont des maladies transmissibles pour lesquelles on peut intervenir et contrôler l'incidence, alors par des programmes de contrôle là, pour éviter la contamination à court terme, mais aussi en prévention, entre autres avec des activités de vaccination là, qui seraient ciblées en fonction de ce qu'on observe comme problématique, entre autres les éclosions. Donc là, le travail, c'est d'identifier d'où elles viennent pour les contrôler. Si oui, je comprends bien. Quand on est en épidémiologie d'intervention, c'est d'identifier la source de contamination pour être capable de la stopper et couper la transmission. Je vais y aller au hasard, là, mais le lavage des mains... Oui, évidemment. Le fameux, on l'a tellement entendu. Ah oui, c'est des pratiques qui sont quand même relativement faciles à appliquer, mais qui, dans les faits, ne sont pas nécessairement toujours de tout repos. D'ailleurs, en améliorant les pratiques pour la COVID, ce qu'on a vu en milieu de soins, c'est qu'on a coupé radicalement la transmission d'autres infections comme les ERV, le C. difficile et tout ça, là, alors qui ont des modes de transmission qui sont moins quand on parle avec l'individu, mais plus dans une contamination environnementale ou dans les touchés qu'on a quand on soigne les patients. Là, ce constat-là que tu as fait, ça veut dire que c'est assez comparable ce qui se passe en ce moment. Et c'est vraiment le fait que tu as plus de lavage de mains, plus de surveillance, comme tu disais, des cas actifs. Oui. Là, on est dans la prévention à long terme, mais quand on est en investigation d'une éclosion, là, à ce moment-là, il y a d'autres méthodes, là, comme de limiter les visites aux patients, de faire des unités dédiées où on va avoir seulement des patients qui ont l'infection en particulier. On va dédier du personnel à ces patients-là pour être sûr que les pratiques soient parfaites, impeccables. Avec le personnel médical, évidemment, les médecins, en particulier les infectiologues, là, s'assurer que les traitements sont les plus appropriés pour éviter là, qu'on se retrouve avec des personnes qui sont contagieuses à long terme, qui sont des porteurs chroniques, par exemple. Donc, tu peux avoir des médicaments qui vont favoriser le fait que tu guéris pas. Oui, qui peuvent faire en sorte qu'on ne va pas éliminer le problème, mais plutôt faire en sorte là, que l'état chronique puisse se développer. Entre autres, pour le C. difficile, c'est quand même assez fréquent. Là, le C. difficile, c'est une infection causée par une bactérie. Clostridium, hein, c'est ça? Oui, exactement. Qui envahit, si on veut, l'intestin et puis qui prend toute la place. Alors là, ça va causer des problèmes majeurs au niveau intestinal. Et puis au Québec, il y avait eu, il me semble... une grosse affaire avec le C. difficile, là. Oui, c'est un bon point. D'ailleurs, c'est à la suite de cette épidémie-là de C. difficile que les équipes ou la programmation en prévention des infections dans les milieux de soins, c'est le plus développé. Alors là, dans la région, on a entre autres
fait en sorte que chaque hôpital avait une équipe de base en prévention des infections pour être capable aussi d'intervenir dans les CHSLD. De cette façon-là, ça a permis de surveiller ces infections-là davantage et puis d'intervenir plus rapidement. Parce qu'en épidémiologie, il y a un principe de base. Si on intervient rapidement en situation d'éclosion, on est plus susceptible de contrôler la transmission rapidement aussi, là. Alors, si on ne veut pas se retrouver avec plusieurs je dirais, épisodes de cas secondaires, il faut agir rapidement. Et évidemment, il faut trouver la source ou la façon de le faire adéquate. Et l'épidémiologie, à ce compte-là, et la science là, qui est aidante là, dans les équipes de travail. Ce que je comprends de ce que tu me dis, c'est qu'il y a la santé publique qui fait un peu la partie coordination de l'épidémiologie d'intervention, c'est ça que tu me disais. Dedans, il y a les équipes de prévention des infections. On dit PCI, je pense, dans le réseau. La PCI. La PCI. Prévention et contrôle des infections. Puis, vu que le temps, c'est notre meilleur allié, il y a des gens qui travaillent toute la nuit, tous les jours. Ça marche comment? Est-ce qu'il y a une garde continue pour surveiller ces maladies-là? Comment est-ce que tu es sûr que tu peux réagir de la manière la plus rapide possible? Oui, en fait, quotidiennement, il y a une activité de surveillance qui se fait. Pas nécessairement pendant la nuit, mais si on fait des prélèvements qui sont acheminés au laboratoire, bien là, on comprend qu'il y a un quart de travail de nuit là, à ce compte-là, mais c'est en continu tout ça. Alors là, on est en mesure de suivre l'état de santé de chaque patient et de voir, là, compte tenu des risques pour telle infection, d'intervenir rapidement quand on a le résultat comme tel. Est-ce que, là, on voit ça avec la COVID, c'est que dès qu'on a des symptômes, on va se faire dépister. Dans un milieu de soins, est-ce que c'est la même façon? C'est-à-dire que dès qu'un patient a des symptômes d'une des infections que tu as mentionnées, là, on va le chercher si c'est l'agent qui a causé cette maladie-là, ou de manière systématique, on dépiste les patients régulièrement? Oui, les deux volets sont bons, mais il y a un dépistage systématique là, qui fait en sorte qu'on va prendre en charge rapidement les personnes qui ont eu des antécédents, qui sont allées dans d'autres centres où il y avait une éclosion. Alors, il y a comme des indications pour dépister les personnes selon le type d'infection qui fait qu'on peut intervenir plus rapidement comme tel. Alors, ça fait partie des protocoles de base qui se sont développés avec le temps là, depuis l'épisode du C'est difficile au début des années 90. Et depuis ce temps-là, les choses se sont raffinées là, pour être capable de supporter les équipes de soins comme telles avec le programme de prévention et contrôle des infections. OK. Et puis, on intervient aussi lors d'éclosions de façon plus agressive là, pour stopper les choses là, dès le début. Donc, de ce que je comprends, il y a l'air d'avoir plusieurs types d'épidémiologie. Là, tu disais qu'il y avait l'épidémiologie d'intervention. Ça s'appelle comment les autres épidémiologies cousines? Oui, en fait, c'est des volets complémentaires à l'intervention. On est en urgence ou on est plus dans un volet là, où on veut faire l'éducation, promouvoir les bonnes habitudes de travail et puis s'assurer que les gens appliquent les protocoles rigoureusement. Dans le fond, des fois, tu leur dis « Ah, lavez-vous les mains », puis tu n'écoutes pas parce qu'il n'y a pas de problème. Puis quand il y a un problème, tu leur dis, puis là, ils le font. En fait. Le point est bon quand même parce que ce qu'on remarque en particulier pour le lavage des mains, quand on a une bonne éclosion, là, on augmente de façon spectaculaire la compliance au lavage des mains. Puis avec le temps, malheureusement, on retombe dans certaines mauvaises habitudes. Mais avec les multiples interventions, on s'aperçoit que notre niveau de base augmente toujours un peu plus là, avec le temps. Ça, c'est bon. Alors, c'est rassurant pour les patients, c'est rassurant pour les équipes aussi de soins parce qu'on comprend qu'il y a des coûts à ça. On voit moins de monde si les mêmes personnes occupent les lits plus longtemps. Alors, c'est des délais d'attente qui peuvent se prolonger pour différentes interventions là, qui seraient requises dans des délais le plus court possible. Donc, tu as fait 15 ans, beaucoup avec les maladies nosocomiales au Bas-Saint-Laurent.
Et avant ça, tu avais travaillé? À mon arrivée ici à Rimouski, j'ai été affecté aux problèmes de santé environnementale parce que j'avais une maîtrise en santé environnementale là, pour la qualité des eaux du Saint-Thé. C'est beau d'avoir une spécialité parce que ça nous mène vers, je dirais, une contribution qui est améliorée dans une équipe de travail. Alors ça, c'est probablement, dans le domaine de la santé, un avantage de l'épidémiologie. C'est qu'en ayant une vision et des méthodes de travail qui sont différentes des cliniciens, on est un atout important dans une équipe. D'autant plus qu'on maîtrise bien les concepts, évidemment, sur l'épidémiologie de l'infection qu'on veut contrôler. Hein? Il faut avoir une bonne compréhension des modes de transmission, la période d'incubation, la létalité, combien de décès par personne malade. Il faut vraiment avoir cette connaissance-là pour, par la suite, appliquer les concepts plus mathématiques ou biostatistiques de l'épidémiologie qui nous amènent à dépasser le stade clinique d'un seul patient, mais de voir l'évolution de la maladie pour un ensemble de patients là, qui sont sur une unité de soins ou dans une population. Alors, c'est à ce compte-là qu'il y a deux volets, là, un plus clinique, individuel sur la maladie et après coup, il faut aller plus loin avec l'aspect plus populationnel qui cadre vraiment très bien là, dans les objectifs ou les mandats de la santé publique. Puis, la première enquête qui est arrivée entre tes mains, là, alors que tu avais juste t'avais fait la qualité d'eau souterraine, puis là, on t'a dit « Ah, il y a un cas de coqueluche à enquêter, je sais pas. » C'était quoi? Comment c'est arrivé, en fait? Oui, le médecin qui était sur place a dû s'absenter. Et puis, il y avait un autre médecin, oui, mais il avait besoin de quelqu'un pour le supporter. Alors là, j'ai fait une enquête avec son assistance. La première, c'était de la tuberculose. Alors, c'était pas si simple que ça. Et puis, avec le temps, là, j'ai développé de l'autonomie à ce niveau-là pour faire d'autres investigations. Et après coup, là, il y a eu toutes sortes de choses, des programmes de vaccination contre la rougeole, la méningite, l'influenza. Il y a eu différentes situations qui m'ont permis là, de faire des choses nouvelles puis de développer en même temps là, des compétences. C'est en faisant les choses là, qu'on devient bon. C'est particulièrement vrai là, en épidémiologie. Mm-hmm. Parce que surtout, de ce que je comprends, l'enquête, c'est la partie où l'enquête épidémiologique, tu t'intéresses aux patients ou c'est la partie où tu collectes des données pour mesurer les indicateurs dont tu parlais, là, la létalité? C'est un peu comment c'est connecté les deux? Oui. En fait, quand on observe quelques cas de maladie, il faut vraiment faire une approche par patient, collecter les données pour chacun des patients, où ils ont séjourné, qu'est-ce que c'est leur travail, quel est le niveau d'exposition, quel est leur état de santé, faire vraiment un bilan de santé individuel, mais on le produit, ce bilan individuel-là, à l'ensemble des personnes malades. Okay. Et aussi, on va en produire un aux non-malades pour être en mesure de comparer. Parce qu'un des aspects de l'épidémiologie, c'est de comparer ce qu'on observe comme problème de santé du côté des malades et de voir les non-malades et de voir pourquoi on a des malades en si grande quantité ou en si grande proportion comparativement aux autres personnes de la population. Donc, chercher la cause, en fait. Oui, exactement. Puis prouver que c'est la cause avec les chiffres. Alors là, on a besoin dans tout ça du support du laboratoire là, pour faire les tests de dépistage, pour réaliser là, souvent des investigations au niveau labo pour des problèmes qu'on n'a pas identifié la cause comme telle. Là. On peut observer, par exemple, un problème de diarrhée aiguë, mais on ne sait pas quel pathogène est responsable. Là.
Quel lendemain de veille est responsable? Ouais. Ça peut être beaucoup de choses, mais... Ouais. Ouais, okay. Alors, c'est sûr, c'est vraiment un travail d'équipe là, où il y a plusieurs personnes là, qui doivent collaborer ensemble, là, mettre en commun les compétences. Et de ce que j'entends, c'est quand même un métier épidémiologiste qui regroupe, tu as besoin d'être capable de synthétiser de l'information, beaucoup d'informations rapidement pour comprendre un problème, pour comprendre des procédures. Tu as besoin d'être capable de savoir travailler en équipe pour communiquer avec tout le monde, qu'est-ce qui doit être fait, savoir parler aux patients aussi également. Il faut être bon en maths, c'est ce que je comprends quand même aussi. Oui. Il faut avoir des connaissances aussi en environnement, en maladies infectieuses. Qu'est-ce que j'oublie comme compétences? En fait, dans mon profil à moi, il y a eu l'environnement, mais les maladies infectieuses, mais il y en a qui vont se spécialiser dans les maladies chroniques aussi, en épidémiologie. Ça peut être pour les problèmes de douleur, ça peut être pour la santé mentale aussi, ça peut être pour les problèmes d'adaptation au niveau psychologique. Alors, il y a différents créneaux. Moi, c'est celui-là que j'ai emprunté qui m'a intéressé le plus, là, parce qu'on le comprend. Ce qui fait la différence, c'est la passion ou l'intérêt qu'on a dans un domaine là, pour être capable là, de faire les choses au mieux et surtout, je dirais, de ne pas se fatiguer. Quand on aime quelque chose, on a plus d'énergie à le faire. Oui, puis là, on peut aller au-delà de ses limites des fois, j'imagine. Oui, oui. Travailler beaucoup. Exactement. Puis c'est pour ça que de participer à différents groupes de travail ou différentes investigations, ça nous déplafonne un petit peu la pensée et puis ça nous confronte là, à nos limites au niveau connaissances ou compétences et puis c'est très formateur. Quand on va, par exemple, dans un pays africain, avant de partir, on nous donne une formation pour être capable de s'adapter le plus facilement possible aux coutumes. Et en particulier, au Sénégal, on m'a présenté des personnes pendant toute la première semaine où j'étais là-bas et j'ai rien fait de travail. En fait, ils voulaient voir si moi, j'étais compatible personnellement avec ceux avec qui je devrais travailler pendant les 4 mois que j'étais déployé là-bas. Et est-ce que tu étais compatible? Ah, ça a tout l'air parce que j'ai terminé mon mandat, mais pour eux, ça, c'est vraiment culturellement très différent. Pour eux, il faut davantage miser sur le processus d'interaction entre les individus que le résultat immédiat. Alors que nous, en Amérique du Nord, c'est plutôt le résultat, puis après, on verra, mais c'est plus secondaire, là, le processus. Alors là, il y a une approche plus humaine, je dirais, de l'intervention. C'est fou, là. Ah ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas été compatibles, qui ont été renvoyés chez eux? Oui. OK. Puis là, ça n'a rien à voir avec mes qualités. Ça a à voir plutôt avec la façon dont je peux être avec ces gens-là. J'allais dire, c'est peut-être plus compétence, parce que c'est une qualité, le savoir-être et le savoir s'adapter. Puis je pense que c'est quelque chose qui se travaille. C'est intrinsèquement, probablement, il y a quelque chose de personnel, mais il doit y avoir aussi des choses qui se travaillent probablement. Oui, sans doute. Mais en quelque part, si j'avais eu plus un tempérament de fonceur ou de quelqu'un qui veut changer les choses rapidement, je pense pas que ça aurait fonctionné. Okay. Mais cette qualité-là aurait pu être appréciée dans un autre pays, là, pour dire quelque chose. Aux États-Unis, par exemple. Oui, exactement. Okay. Alors, ma façon d'être était adaptée à ces gens-là avec qui j'ai travaillé, qui sont devenus des amis là, au fil du temps. C'est incroyable. Donc là, tu as fait cette mission-là au Sénégal. Oui. Est-ce que tu as été déployé dans d'autres régions du monde? Oui, je suis allé à Haïti aussi. À Haïti, c'était pour des programmes différents, mais il y avait tous une base, là, c'était pour l'éradication de la poliomyélite.
Okay. Mais une fois rendu... C'est quoi la poliomyélite? Oui, ben, c'est une infection là, qui cause des paralysies. Okay. Ici, au Canada, comme dans beaucoup de pays occidentaux, ça a été presque complètement éliminé. Il reste des foyers là, dans certaines régions du monde, là, comme du côté de l'Asie, en Inde en particulier, dans certains pays africains aussi, où les limites pour appliquer les programmes de vaccination sont diverses. Entre autres, quand on regarde du côté africain, il y avait des guerres fréquentes, ce qui faisait qu'on n'était pas en mesure de vacciner tout le monde à cause des conflits armés. Alors là, on va pas déployer des vaccinateurs là, quand c'est la guerre et puis que c'est trop dangereux. Alors ça, c'est un obstacle là, à l'éradication comme telle de cette maladie-là. Parce que je pense qu'il y avait quelque chose de similaire qui a été observé avec Ebola en République démocratique du Congo. Là. Ça doit être un peu une problématique qui revient souvent. Effectivement. Donc, puis j'imagine, je ne sais pas si vous, dans votre entraînement fédéral, on vous prépare un peu à un contexte de conflit armé? Oui. OK. Oui. Comment agir quand on est sous la menace. Ah oui. Comment foncer à travers de... Comment marcher dans un champ de grenades. Des compétences que tu ne pensais jamais apprendre. Ah oui. Et puis, il faut être sur le terrain pour voir que quand on arrive, on est très suspect. On prend beaucoup de précautions pour identifier les menaces. Mais avec l'usure, quand on n'a pas eu de problème, notre niveau de garde diminue. Est-ce que tu as déjà été dans une situation dangereuse, toi? Oui, des menaces là, à la personne, là, pas pour ma vie, là, mais pour me faire tabasser, par exemple, pour mon argent ou quelque chose du genre. Dose de vaccin. Oui. Entre autres, à Haïti, les étrangers avaient en moyenne, il y avait des problèmes pour être kidnappés. Il y avait d'ailleurs une mise en garde là, du fédéral avant d'aller là-bas. Là. C'est plutôt insécurisant avant de partir. N'y allez pas, mais vous pouvez y aller. Oui, c'est ça. On aimerait vous avoir, oui. Et c'est ça. Il y avait une moyenne de 14 000 là, de rançon qui était payée aux ravisseurs pour des otages comme ça, occidentaux. Oh, contexte intéressant. Oui. Fait que là, tu as fait ça pendant 2 ans d'émission à l'étranger, ou est-ce que tu as fait ta formation, puis après, tu as été déployé? Ou... on fait la formation, on est déployé, mais on suit toujours des petites formations en cours de route. J'ai travaillé aussi pour l'investigation de E. coli au 157H7, là, un problème de santé. En épidémiologie, quand on fait nos mesures, c'est vraiment d'être capable de comparer les malades versus les non-malades ou les exposés versus les non-exposés. Alors ça, c'est le principe de base, mais pour être capable de faire des bonnes comparaisons, il faut qu'il y ait des similarités là, entre les individus d'un point de vue socio-démographique, par exemple. Puis là, ce qui est très intéressant, puis après, je vais continuer avec mon questionnement sur ce que tu as fait après, là, mais c'est le fait de dire que l'épidémiologie, je ne sais pas si c'est un nom, mais quand tu as une cause avec une cause entre guillemets courte, c'est-à-dire qu'un agent pathogène, c'est quelques heures, quelques jours avant que ça se déclare et des symptômes, oui. Versus qu'est-ce qui causerait le cancer, par exemple, qui mettrait des années à s'installer? Est-ce que c'est vraiment différent, les méthodes? Est-ce que c'est... Oui, en fait, c'est beaucoup plus facile de trouver la source de contamination quand on a une période d'incubation qui est très courte. Donc, tu dis quand même période d'incubation pour quelque chose qui causerait le cancer, par exemple? On pourrait penser à un niveau d'exposition, disons, là, pour qu'un agresseur modifie l'état de santé ou la génétique qui mène au cancer. Alors là, on parle moins de période d'incubation parce que c'est plus réservé aux maladies infectieuses. Okay. Ouais. Donc, dans le fond, c'est plus facile, mais c'est les mêmes méthodes, mais tu peux regarder quand même plusieurs générations en arrière parce que ça te prend plus de temps pour avoir plus de gens malades puis pour les comparer adéquatement aussi. Oui. Alors là, on comprend quand il y a un temps de latence entre l'exposition et la maladie, il faut faire un suivi à plus long terme pour être capable d'avoir une vérité plus exacte. Là. D'accord. Latence, juste pour être sûr, c'est entre le moment où tu es exposé, donc tu es porteur du problème,
mais c'est pas encore déclaré de manière clinique. T'as pas encore de symptômes, t'as pas l'air malade, c'est ça? Exact. D'accord. Ouais. Alors là, tu es en bonne santé, tu es exposé, il y a une modification au niveau de l'organisme. Et avec le temps, le problème de santé se développe. Là, il y a des phases précliniques, là, présymptomatiques, avant d'être capable d'identifier des symptômes ou des anomalies. Et là, il faut avoir un long recul dans le passé pour être capable d'identifier qu'est-ce qui a pu, comme tel, causer la modification qui amène le problème de santé. C'est sûr que quand on a une exposition à un pathogène qui cause la maladie à plusieurs individus, qui est très spécifique, par exemple un agent chimique dans le milieu de travail, bien là, on peut raccourcir le temps avant qu'on ait, je dirais, une réponse au pourquoi de la maladie chez beaucoup de personnes. Et quand c'est une maladie qui est exclusive à une catégorie de personnes, par exemple les travailleurs d'une usine chimique, bien à ce moment-là, c'est d'autant plus facile là, de trouver la source responsable. Parce que c'est vraiment un groupe qui a des conditions très particulières. Comme l'exemple, ce serait de dire qu'il n'y a que 15 personnes qui ont la maladie, c'est les seules 15 de la région à toucher tel minéral. Fait que par déduction, on peut se dire que... Oui, c'est plus facile de formuler des hypothèses puis d'avoir des études analytiques pour établir comme telle la source de contamination ou la cause. Ça, c'est une autre question, c'est le fait de se dire comment tu fais pour formuler une hypothèse. Est-ce que tu as une espèce d'instinct qui se développe? Est-ce que tu dois tester systématiquement tes hypothèses, bien documenter ton travail? Le processus, c'est comment? En fait, c'est de faire une étude descriptive d'abord. OK. Pour ça veut dire quoi? établir les caractéristiques de la population, OK. Hein, les malades versus les non-malades, là, de bien documenter la base. Et après coup, comme vous l'avez mentionné tantôt, on voit, c'est un groupe de travailleurs en particulier ou d'une telle région qui ont ce problème-là. Ailleurs, on ne le retrouve pas. Alors là, vous avez une première hypothèse à valider. Qu'est-ce qui est la source d'exposition? Alors, on fouille un petit peu plus au niveau de cette population-là pour arriver à établir là, une étude analytique qui va permettre d'être en phase là, avec des conclusions raisonnables. Il faut être capable quand même de garder du recul en permanence, parce que si on commence son travail en se disant « moi je pense que c'est ça », ça peut tout fausser en fait. Ah oui, il n'y a pas de place, je dirais, à la conclusion rapide. D'accord. Oui, c'est vraiment un danger là. C'est pour ça que je pense qu'un esprit analytique a probablement une bonne chance là, de faire un épidémiologiste comme tel, là, ou une épidémiologiste. Parce que Sherlock Holmes, par exemple, est-ce que ça aurait été un bon épidémiologiste, tu penses? Il va trop vite aux conclusions. Et... Bien, on a toujours des préjugés. Okay. Et il faut combattre les préjugés. Il faut vraiment établir formellement, avec méthode, nos assertions, puis arriver à quelque chose là, qui soit persuasif, là, qui soit vraiment bien articulé. Pour lutter contre ces biais, d'où l'importance du travail en équipe, je pense, pour se valider, puis pour vérifier que nos hypothèses font du sens, puis qu'on est bien rigoureux dans la démarche. Oui, oui. Mais quand on travaille avec d'autres personnes de compétences différentes, il faut bien démontrer notre cheminement pour essayer de les convaincre de notre orientation là, ou de nos hypothèses. Ça, alors, à ce compte-là, ça nous aide, mais c'est encore mieux, comme vous le dites, là, de fonctionner avec d'autres épidémiologistes pour être capable là, de se confronter, si on veut. Là. Parce que c'est vrai que toi, du coup, tu travailles avec des gens d'horizons extrêmement différents, surtout cliniques. Puis là, les faire adhérer à ton schéma de pensée et à ta manière de voir les choses, ça peut être un défi des fois parce que vous n'avez pas forcément la même priorité. J'imagine que la priorité, c'est le patient pour un clinicien, alors que pour toi, ce serait trouver la source de la maladie. En plein ça. OK. Ouais, sauf qu'on a un travail complémentaire. Si on est capable de faire des liens avec l'ensemble des clients, eux, ils sont preneurs automatiquement. Mm-hmm. Ça sert leur volet clinique individuel. Que ça bénéficie à tous les patients. Ah, absolument. Donc là, tu me parlais de développement professionnel et j'imagine que dans un domaine comme l'épidémiologie, ça doit se développer à une vitesse grand V, surtout quand on voit le contexte de la pandémie en ce moment.
ça doit être... Ce serait quoi les trucs pour rester à jour en termes d'épidémiologie? Est-ce que tu fais partie d'un groupe de travail? C'est quoi tes ressources pour rester au top dans ta profession? Oui, je dirais que oui, faire partie de groupes de travail, c'en est un. Si on veut développer ses compétences, je pense de faire des présentations et de donner de la formation. Alors, c'est intéressant comme si on veut s'améliorer et développer des compétences, je pense qu'en donnant de la formation, ça nous pousse à faire mieux. Parce que quand on enseigne, il faut aller toujours plus loin. Et il ne faut pas s'arrêter là, avec un contenu de base. Il faut être capable d'avoir des éléments plus spécifiques, toujours améliorés. Alors là, ça nous aide, ça nous stimule, je dirais, à s'améliorer. Et toi, c'est ce que tu as fait? Oui, depuis 2012, j'enseigne l'épidémiologie, la recherche aussi à des étudiantes au baccalauréat là, à l'Université du Québec à Rimouski. Alors, Rimouski a des points de service un peu partout au Bas-Saint-Laurent, là, sur la Côte-Nord, Matane, la Pocatière, Rivière-du-Loup, mais aussi du côté de la Gaspésie, là, Gaspé, la baie des Chaleurs. Alors là, ça amène à donner les cours dans ces endroits-là là, à des étudiantes là, qui font leur bac. C'est vrai que ça doit aider pour toi de perfectionner, puis pour... tu t'es posé probablement plein de questions aussi auxquelles tu n'avais pas forcément pensé. Ouais. Donc, ça te permet d'aller chercher plus loin et tout ça. Non? Ah oui, c'est surprenant qu'en lisant beaucoup, puis en ayant toujours à l'esprit comment apporter quelque chose d'intérêt, ça nous aide là, à se développer. Là. Être tenace aussi, parce que souvent, on doute de soi, on doute qu'on va trouver la source de contamination, qu'on va réussir dans le mandat qu'on a. Des fois, le mandat est court et puis on ne peut pas s'éterniser. Alors là, c'est de s'accrocher là, je dirais, à nos méthodes de travail puis de toujours essayer d'être plus rigoureux là, dans ce qu'on fait pour arriver à trouver. Mais c'est vraiment par, je dirais, la ténacité, les bonnes méthodes, la rigueur qu'on peut arriver à ça, qu'on disait plus au début. Les mathématiques, si on n'aime pas ça, ça devient un peu plus compliqué, là. Ouais. C'est intéressant, je n'avais pas conscience de cet aspect-là. J'avais l'impression que chaque problème était différent, donc tu devais adapter tes méthodes de travail à chaque situation. Mais la manière dont tu me l'expliques, c'est vraiment, il y a un protocole à suivre. Puis il faut vraiment s'y tenir le plus parfaitement possible pour savoir que c'est scientifiquement impeccable. Oui. En fait, il y a différentes mesures en épidémiologie. Alors, on parle de taux d'incidence, on peut parler de létalité, on peut parler de risque relatif, de fraction étiologique, il y en a plein. Je saurais googler tout ça. Oui. Mais il faut être capable de les utiliser pour bien comprendre l'évolution de la maladie, là. Mm-hmm. Mais au départ, si on est un clinicien qui sont dans le domaine de la santé, on va connaître les maladies. Ça, c'est le bon point de départ. Après ça, il s'agit de greffer à ça là, des bonnes méthodes de travail. Mais il y a quand même toujours un ajustement des méthodes en fonction de la maladie là, qu'on veut investiguer. Ça, c'est clair. Mais les méthodes de base, là, il y en a. Et puis, quand on les maîtrise, ça nous rend le travail beaucoup plus facile. Là. Puis, ne serait-ce que pour que les gens coopèrent avec toi, il faut qu'ils aient confiance. Ça, je mettrais dans les qualités aussi, probablement un peu le leadership. Enfin, comment c'est quoi en bon français? Capacité d'entraînement, les os? Je ne sais pas, c'est quoi du charisme? Enfin, le leadership là, dans l'intervention, oui. Mais encore là, vous l'avez mentionné, il faut démontrer qu'on connaît le sujet, là, puis qu'on sait où on s'en va, puis qu'est-ce qu'on va faire pour trouver le problème, puis proposer des mesures pour contrôler et prévenir la chose. Là. Et une fois que la confiance est gagnée entre tous ceux qui sont là, ça va rapidement. Là. Ah oui, c'est fou là, le travail qui se fait dans ces situations-là.
Tout le monde travaille quand on veut gérer ou investiguer une éclosion. Là, on travaille tant qu'on peut travailler. Alors là, c'est sûr que pour la famille, c'est peut-être pas idéal, là, parce que quand on est là-dessus, on ne fait pas vraiment autre chose, là. Mm-hmm. Mais on n'est pas toujours en situation de stress pour investiguer une éclosion, là. Il y a des moments où on est plus dans un mode préventif, qu'on fait de la surveillance régulière. Alors là, on est dans un mode plus normal, là, parce que sinon, on ne vivrait pas vieux, là. En tout cas, on ferait 3 missions, puis ce serait terminé. Là, ouais. Ce serait quoi, tu penses, le plus grand défi des épidémiologistes en tant que profession? Ben, le plus grand défi, c'est de conserver sa place à l'intérieur des groupes de travail pour faire les investigations, parce que de plus en plus en médecine, ça devient un monde spécialisé. On est au niveau de l'étude du génome humain et puis on essaie de trouver les causes sur une base génétique. Alors, il y a comme une tendance à la surspécialité. Nous, en épidémiologiste, on est, oui, avec des méthodes particulières, mais on est quand même des généralistes, là. On travaille en équipe avec plusieurs profils de personnes. Et pour l'épidémiologie du futur, ça va être de conserver notre place dans ce créneau-là qui est hyper spécialisé. Est-ce que tu penses que même si on est dans des problèmes surspécialisés, il y a quand même des méthodes qui s'appliquent et qui sont utiles? Sans aucun doute. Alors là, c'est à nous de faire la démonstration qu'on a toujours une contribution, même quand le langage est plus imperméable, disons, là. Chaque phrase est parfaitement utile pour améliorer la précédente, comme tu dis, construction de réponse, tu ajoutes quelque chose, tu amènes des éléments de question. C'est vraiment... on dirait que tu as fait ça toute ta vie, là. On se complète. On fait ça toute ta vie, c'est fou. Bon, bah, c'est merveilleux. Merci beaucoup, Daniel. Est-ce que tu avais en conclusion, avais-tu quelque chose à ajouter pour les gens qui nous écouteraient? Ou... Ben, c'est un merveilleux domaine d'études, c'est un merveilleux domaine de travail. J'encourage les gens là, qui voient comme une possibilité de creuser, de vérifier si c'est pour eux. Mais il y a beaucoup de possibilités de carrière et puis de choses intéressantes, non seulement au niveau local, régional, mais international. Alors là, on l'a vu... Avec la COVID-19, la santé publique n'a jamais été aussi à l'avant-plan et l'épidémiologie, c'est clair que ça fait partie là, des créneaux de la santé publique. Du futur. Ils vont probablement, pour les 5 prochaines années, je pense qu'il n'y aura pas de problème pour trouver de l'emploi. Mais bon, bah, merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Bonne soirée. Merci.